Merci à tous et à toutes de nous rejoindre sur CAM News 24 pour cette auto-sortie d'International. Et comme d'habitude, nous avons sur ce plateau Ghislain Cougan, spécialiste des questions internationales. Merci Ghislain d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir, Donald. On va immédiatement commencer avec la RDC où le président congolais Joseph Kabila semble fermer la porte à toute forme de médiation étrangère dans le dialogue national qu'il a proposé en vue de parvenir à des élections apaisées, alors que c'est une condition posée par une partie de l'opposition pour y participer. Alors, Ghislain Cougan, quels sont les moyens dont dispose le président Joseph Kabila pour fermer la porte à toutes sortes de médiations étrangères dans le dialogue national? Autrement dit, est-ce qu'il a le soutien du peuple? Est-ce que Joseph Kabila Kabange a le soutien du peuple? La question est difficile. Une réponse est difficile à être trouvée aussi rapidement. Mais il faut comprendre que dans la démarche qui a été entreprise par le président congolais, notamment en instituant le dialogue national, on comprend bien que c'était en réalité une stratégie. Il avait pensé ce qu'il avait à faire, puisqu'il a engagé un dialogue national avec la communauté religieuse, avec les hommes politiques, avec la société civile. Et c'est à la fin de ce dialogue-là qu'il estime qu'il ressort de cette concertation avec les différentes forces vives, notamment de la vie politique du Congo, que l'idée est émise selon laquelle pour négocier, pour un pouvoir apaisé au Congo, notamment l'élection présidentielle en 2016, la République démocratique du Congo n'a pas besoin d'une médiation étrangère. Donc là, même si c'est un argument qu'il avait au départ, il a travaillé à faire comme si, alors il a travaillé à avoir un argument béton sur lequel se reposer justement pour dire voilà, au vu de ce que j'ai entendu à travers les consultations que j'ai eues avec les uns les autres, eh bien, il ressort que nous pouvons de manière autonome, de manière interne, travailler, gérer, arriver à une transition politique, si transition il y en a, bien évidemment, en République démocratique du Congo. Maintenant, il y a l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'opposant Étienne Tshisekedi qui dit être disposé à prendre part au dialogue, mais à condition que celui-ci soit supervisé par un médiateur étranger. Alors que d'autres formations politiques ne veulent rien concéder de tel au pouvoir. Peut-on voir en cela une désunion de l'opposition congolaise? Je pense que pas forcément une désunion, mais il s'agit ici des intérêts des uns et des autres. Vous savez très bien que les partis politiques dans chaque pays n'ont pas la même contenance, n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes statuts. Un parti comme celui d'Étienne Tshisekedi est davantage plus crédible sur le plan international. Vous savez qu'il a beaucoup plus de poids. On parle davantage de lui. D'ailleurs, vous n'avez évoqué que lui dans votre propos. Ça veut dire qu'il est quand même le plus connu. Alors il gagnerait justement à avoir l'aval, la supervision d'une médiation étrangère parce qu'il sait que lui, il a de la langue, il a de la verve et surtout il a, entre parenthèses, des codes. Alors qu'au sein de certains partis politiques en RDC, il y a certains partis politiques qui ne voient pas d'un mauvais œil justement le fait de travailler sans toujours recourir à une médiation étrangère. Encore que quand on voit ce qui se passe par exemple au Burundi, beaucoup de chefs d'État africains qui ont en tête notamment de modifier la constitution estiment que la médiation étrangère est toujours un caillou dans leurs chaussures. Alors que dit de la constitution qui interdit au président actuel de se représenter à la présidentielle? Mais, monsieur Anizoua, ce n'est pas nouveau. La plupart des constitutions africaines, notamment en Afrique au sud du Sahara, interdisent au président de se représenter. Mais il me semble que tous ces présidents-là se représentent toujours. Donc, les constitutions sont des lois écrites par des hommes pour servir des peuples. Et donc, ces lois peuvent être réécrites suivant les règles de l'art. Donc, notamment, la consultation qui a été diligentée par le président congolais, c'est justement de discuter et arriver à une possibilité ou pas, notamment de modifier la constitution pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait se représenter en 2016, car vous savez très bien, notamment sur le plan, comme vous l'avez dit, constitutionnel, il n'a pas droit à un nouveau mandat. Il sera en train de suivre les traces de son voisin du Congo-Brazzaville. Non, je pense que c'est plutôt son voisin du Congo-Brazzaville qui suit les traces, puisque le président Sassou Nguesso, lui aussi, a lancé à la télévision nationale un dialogue national. Vous savez très bien que le premier dialogue national, pour ce qui est des deux Congos, a été initié par Kabila Kabange. Et voilà que, apparemment, ça marche. Et puis, par effet domino, si vous voulez, le Congo-Brazzaville est en train de lui emboîter le pas. Donc, je pense que ça va être compliqué davantage. Est-ce que
la construction d'une société politique en République démocratique du Congo peut se faire sans l'apport étranger. Et je pense qu'on peut également comprendre la démarche de Kabila Kabange. On sait très bien les batailles dans le Nord Kivu avec l'ONU, avec tout ce qui se passait. Les Rwandais, notamment, on estimait que l'ONU prenait parti pour les rebelles. Donc, mais je pense que c'est une décision qui va être difficile. Est-ce qu'on peut arriver à une négociation politique apaisée en RDC sans la médiation étrangère? Oui. Mais est-ce que les partis politiques, certains gourous, certains qui estiment que la crédibilité d'une élection nationale ne vaut que par rapport au regard de l'extérieur, donc ce sont encore des notions, des préjugés que nous devons travailler de manière à comprendre que nous pouvons sortir de nos travers par nous-mêmes? Alors, on va partir du Congo, de la République démocratique du Congo, pour un autre pays, non loin de là. Nous allons au Burkina Faso, et ce, au cours d'un rassemblement des soldats du régiment de sécurité présidentielle. Ils ont tiré avec leurs armes en l'air suite à des informations parvenues à la gendarmerie. Les soldats issus du régiment de sécurité présidentielle auraient prévu d'arrêter le Premier ministre Yacouba Isaac Zida à l'aéroport de Ouagadougou à son retour d'un voyage officiel à Taïwan. Encore des revendications au Burkina Faso, et cette fois, c'est la garde présidentielle qui en est l'instigatrice. Finalement, que veulent ces soldats? Je pense qu'il s'agit d'un faux débat, ou alors de quelque chose qui revient. À mon sens, il s'agit des négociations en sourdine qui ne se sont pas toujours bien déroulées. Apparemment, Isaac Yacouba Zida, qui est le nouveau Premier ministre, n'est pas en train de partager entre guillemets bien le gâteau avec ceux qui l'ont aidé, parce qu'il s'agit quand même de la garde présidentielle ou alors du régiment de sécurité présidentielle qui est un peu le bras séculier et qui soutenait le président qui a été banni par la rue, le président Compaoré. Et c'est quand même, il s'agit de 1300 personnes suffisamment formées, et c'est même l'unité d'élite la plus formée du pays en matière de garde de sécurité présidentielle. Et n'oubliez pas que Isaac Yacouba Zida, le numéro 2 de ce régiment, et sur les 3 qui ont été interpellés, le numéro 1 et certains, il s'agit d'une situation cocasse entre les membres d'hier aujourd'hui qui s'étillent. On sait très bien qu'au sein de l'armée au Burkina Faso, notamment au sein de l'armée rapprochée, il y a des dissensions. Souvenez-vous, Isaac Yacouba Zida était venu par devant la télévision publique et avait demandé notamment l'éradication, la suppression pure et simple du régiment de sécurité présidentielle. Quelques mois après, il revient dire que la RSP est importante pour le pays et notamment pour l'armée. Vous comprenez que quand il a fait ça, les gens sont montés, il y a eu débat à l'intérieur, on a dit on ne peut pas vous avoir soutenu et puis vous ne voulez pas aussi nous renvoyer l'ascenseur. Donc il s'agit de petites luttes sourdines. Je pense qu'il n'y a pas véritablement de crédibilité sur une volonté notamment de la garde présidentielle à attenter à la vie de Isaac Yacouba Zida. Il s'agit simplement pour le gouvernement de manœuvrer un tout petit peu, notamment pour prolonger la transition. On sait très bien que la crise politique qui a suivi notamment l'éviction de Compaoré a plongé le pays dans une situation cocasse. Au départ, il y a eu Isaac Zida il y a eu déjà 2 militaires qui sont dans un premier temps autoproclamé président, et puis c'est le lieutenant-colonel Zida qui a pris les rênes. Voilà, maintenant c'est Kafando qui était... Parce que il faut comprendre, dans la Newsweek, que le fait déjà qu'on ait refusé de confier la présidence à un militaire, notamment Zida, c'est parce qu'on a lu les intentions justement des militaires. C'est pourquoi Kafando est un civil à la retraite qui a été ramené justement pour assurer la transition. Et vous voyez bien que le pouvoir est quelque chose que sur le plan de l'Afrique noire, les militaires estiment toujours qu'ils sont les mieux placés pour diriger, même si parfois on a le sentiment que les civils, eux, sont très déconnectés des réalités, notamment locales. Alors, le scénario est similaire à celui de février dernier, les mêmes acteurs, les mêmes revendications et les mêmes médiateurs. À partir de là, on va remettre en cause la légitimité de ce gouvernement de transition. Je pense qu'il s'agit quand même d'une situation particulière. Voilà le président Compaoré qui est chassé aussi rapidement. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à une situation comme celle-là. Maintenant, j'ai le sentiment que les Burkinabés héritent d'une situation qu'ils n'ont pas suffisamment préparée. C'est un peu comme un jackpot. C'est-à-dire que la rue, les militaires ont simplement suivi la rue. On n'a pas cru au départ à un mouvement. Le mouvement n'a pas été suffisamment pensé. C'est la raison pour laquelle on agit au cas par cas. On est à court d'arguments, à court d'idées, à court d'initiatives.
l'initiative. Il y a des uns et des autres qui estiment que voilà une situation qui se présente. Il faudrait qu'on puisse en profiter. Et c'est ce qui pose un problème aujourd'hui. Je pense que le véritable problème, c'est au sein de cette garde présidentielle. On ne peut pas comprendre que Issa Yacouba Zida vient dire il faut la dissolution et puis 2 semaines après, il vient dire non, c'est important de conserver le régiment pour la sécurité présidentielle. Et vous savez très bien que les élections législatives et présidentielles arrivent en octobre 2016 pour notamment avoir une transition démocratique, pour rompre avec la transition démocratique et avoir un président élu sur le plan de la Constitution. Donc, en termes simples, on va dire que la transition est en danger, Ghislain Kouga. Bien évidemment, et le problème c'est qu'elle risque de perdurer. Et ce que nous observons là sont des éléments qui vont amener à penser qu'il y a une insécurité, que toutes les mesures, toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections législatives et notamment présidentielles pour que le pays sorte d'une transition, d'une perfusion. Alors ce genre d'éléments, quand on attente à la vie, quand on fomente un coup contre un gouvernement, ça veut dire qu'il y a une instabilité. Et dans une instabilité, on ne peut pas aller à une élection crédible et pacifique. Vous comprenez très bien qu'il s'agit véritablement d'un saupoudrage, d'une machination pour faire perdurer la transition et pour que les uns et les autres puissent installer leurs pions de manière à ce qu'à l'élection présidentielle et aux élections législatives, qu'ils s'assurent d'une victoire. Alors, de mémoire d'analyste que vous avez ou que vous êtes, est-ce que cette situation au Burkina Faso était prévisible après le départ de l'ex-président ? Est-ce que la situation était prévisible? Vous savez, en politique, rien n'est prévisible. Ce sont les enjeux, ce sont les opportunités qui se présentent. Je vais vous répondre autrement. Est-ce qu'après le départ du président Blaise Compaoré, la situation se présentait ainsi? Non. Quand Issa Yacouba est Premier ministre, c'est un militaire, mais il est obligé de travailler comme un civil parce qu'il y a les dossiers, vous savez, les voyages. D'ailleurs, il revient de Taïwan pour négocier. Alors qu'en tant que militaire, je pense que ça n'a pas été notamment la sécurité ici. Là, maintenant, il a un autre grade, une autre dimension. Il voit les choses autrement. Et automatiquement, vous savez que dans ce genre de situation, vous avez toujours des gens qui viennent vers vous, qui veulent vous piloter, qui vous financent, qui disent faites ceci, qui travaillent avec vous, parce que vous avez ce qu'on appelle chez nous en Afrique la position. Et tout est question de position en politique. Et donc, Issa Yacouba Zida, en dehors du fait qu'il ait la position, il a encore, comment dirais-je, du sang frais. Parce que Michel Kafando est un civil et quand vous l'écoutez parler, vous savez qu'il est là juste parce qu'on... C'est un peu comme si on a forcé Kafando à être président. Il n'est pas véritablement... D'ailleurs, il intervient très rarement. C'est toujours Issa Yacouba Zida qui s'exprime. Or, il n'est que le Premier ministre. Il est le Premier ministre. Et je tiens à rappeler qu'il est encore le ministre des Affaires étrangères. Si c'est pas compliqué tout ça. On va partir du Burkina Faso pour maintenant nous intéresser à un autre sujet inscrit à l'ordre du jour international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé d'1 an la mission de maintien de la paix au Darfour lundi, bien que le gouvernement soudanais ait demandé la fin de cette opération visant à protéger les populations civiles et à leur délivrer de l'aide humanitaire. Pour mémoire, une mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, UNAMID en abrégé, est déployée depuis 2007 au Darfour, où un conflit avait éclaté en 2003 entre les forces gouvernementales et leurs alliés, des rebelles majoritairement non arabes. Alors, est-ce que cette prolongation n'est pas de trop ? Est-ce que cette prolongation est de trop... Je tiens déjà à rectifier quelque chose tout à l'heure. Le ministre Issa Yacouba Zida est Premier ministre et ministre de la Défense. Voilà. Le ministre de l'Extérieur, c'est le président de la République. Pour nous ramener un peu au Burkina Faso. Kafando, ouais, ok, voilà. On reste donc actuellement au Darfour. N'est-ce pas là une prolongation de trop quand on sait que Khartoum a demandé l'an dernier le départ de l'UNAMID? Est-ce une prolongation de trop? Ça dépend du prisme à partir de lequel on apprécie la situation. Si vous posez la question à Khartoum, qui a demandé justement que les casques bleus, que la mission conjointe ONU, Union africaine puisse libérer le pays, vous comprendrez que la réponse est évidente. C'est une prorogation de trop. Maintenant, si on l'en parle du point de vue de l'ONU, elle estime que notamment tout n'est pas fait, que le pouvoir est en même temps partie prenante de ce qui se passe, puisqu'il s'agit d'enquêter sur les soldats. Pourquoi est-ce que le Soudan demande le départ de la mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine? Parce que le Soudan estime avoir suffisamment d'éléments, suffisamment d'allant, suffisamment de structure ou alors d'indépendance pour diligenter une enquête afin d'établir la responsabilité des uns et des autres sur des massacres qui ont cours notamment sur le territoire. Et vous comprenez que le prolongement notamment de la mission de l'ONU vient
vient juste quelques jours après l'imbroglio survenu entre la CPI notamment et le Soudan. Alors, les Nations Unies estiment donc à 2 millions le nombre de déplacés en raison du conflit au Darfour, à 4 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'aide, à 300 000 le nombre de morts depuis le début du conflit. Ces chiffres traduisent-ils l'incapacité des Nations Unies à gérer la situation au Soudan? Mais évidemment, pas simplement des Nations Unies, Donald. Je pense qu'il ne faut pas toujours aller très loin. Allons à côté de nous, l'Union africaine. Avant d'arriver aux Nations Unies, il me semble que le Soudan est situé sur le plan géographique sur le continent africain. Et sur le continent africain, la plus grande organisation, c'est l'Union africaine. Alors, si on arrive à avoir une mission conjointe Union africaine-ONU, ça veut dire que les deux grandes institutions se sont mis d'accord pour travailler ensemble à l'effet de venir en aide aux populations du Soudan. Ça veut dire que c'est un échec cuisant en même temps pour l'Union africaine que pour les Nations Unies qui à chaque fois s'érigent toujours en donneur de leçons. Maintenant, on peut comprendre aussi la démarche des Nations Unies qui estiment que par rapport à cette situation compliquée, 2,5 millions de déplacés, vous avez parlé de 300 000 le nombre de morts et puis 4 millions le nombre de personnes qui demandent de l'aide, c'est quand même critique. Et donc à partir de cela, les Nations Unies et l'Union africaine estiment que le Soudan à lui seul ne peut pas s'occuper de cette situation parce que pour éviter cela, il faut traquer les délinquants et notamment mettre ces délinquants hors d'état de nuire. Bien sûr, ça pourrait être légitime autant pour l'Union africaine que pour les Nations Unies. Mais maintenant, les récents événements entre la CPI, l'Afrique du Sud et le Soudan sur le cas Omar el-Béchir n'ont-ils pas été favorables au prolongement de la mission contestée par Khartoum? Je pense que sur le plan des chiffres, quand on observe ce que vous avez érigé comme tableau tout à l'heure, on comprend qu'on ne peut pas automatiquement faire un lien entre notamment la brouille entre la CPI et le Soudan par rapport à Omar el-Béchir, notamment lors de son arrivée en Afrique du Sud pour une réunion de l'Union africaine. Mais allons au-delà pour comprendre qu'évidemment, il s'agit d'une situation que l'ONU n'a pas voulu louper pour rendre un peu vieux jeu le président, parce qu'il s'agit d'une situation qui concerne le Darfour et automatiquement le président Omar el-Béchir pour lui montrer qu'on ne peut pas céder à votre demande. Il convient de préciser que la demande a été formulée il y a cela un an. Elle n'est pas nouvelle la demande. Elle n'a toujours pas trouvé un écho favorable auprès de l'Union africaine et de l'ONU. Même si on a le sentiment ici que l'Union africaine n'est là que pour accompagner, poursuivre. Parce que la décision de proroger le mandat a été décidée au Conseil de sécurité de l'ONU, où tous les 15 pays du Conseil ont voté à l'unanimité pour une prorogation du mandat de l'ONU et de l'Union africaine sur le sol soudanais. Est-ce que cette prolongation va s'étendre aussi au Soudan du Sud ou alors ça concerne tout simplement ce qu'on va appeler le Soudan de el-Béchir? Oui, pour ce cas précis, il s'agit du Soudan, du plus grand Soudan, le vieux Soudan de Omar el-Béchir, parce que c'est là-bas qu'on décrit tout ceci. Même s'il faut également voir que c'est pire au Soudan du Sud, au pays de Salva Kiir. Là-bas, c'est grave, il y a des femmes qui sont brûlées, il y a des femmes qui sont mutilées, il y a des maisons qui sont incendiées, il y a des déplacés par milliers, par millions même. C'est aussi compliqué là-bas, mais la décision qui est prise, elle est prise dans ce cadre-ci uniquement pour le Soudan. Et c'est à partir de ce moment que je peux vous rejoindre pour dire que justement, on ne peut pas ne pas faire le lien avec la brouille entre Omar el-Béchir et la CPI en Afrique du Sud tout récemment. Nous allons partir de l'Afrique et maintenant explorer la situation en Europe avec l'annonce d'un référendum sur les exigences des créanciers en Grèce qui a provoqué la rupture entre l'Eurogroupe et Athènes. Les responsables de la zone euro assurant que leur aide financière prendrait fin le 30 juin. Les responsables de la zone euro ferment ainsi la porte à des négociations avec la Grèce qui négocie depuis des mois pour éviter un défaut de paiement. On regarde et on se retrouve pour en discuter. Crise grecque, Angela Merkel ferme la porte à une solution rapide. Devant le Bundestag, la chancelière allemande a exclu de chercher un compromis à tout prix, assurant que cette crise ne mettait pas en jeu l'avenir de l'Europe. Il faut attendre calmement le référendum. L'Europe est suffisamment forte, a-t-elle dit. Nous attendons le référendum. Aucune discussion sur un nouveau programme d'aide ne peut avoir lieu auparavant. Un bon Européen n'est pas celui qui recherche un compromis à tout prix. Un bon Européen est celui qui respecte les traités et les lois nationales et s'assure ainsi que la stabilité de l'eurozone n'est pas endommagée.
und das jeweilige nationale Recht achtet. Les tractations ont bien entendu repris en coulisses entre Athènes et ses partenaires. Mais pour Angela Merkel, l'enjeu n'est pas que les choses se calment le plus vite possible, mais bien de trouver une solution pour sortir de la crise plus fort. La chancelière a également exprimé sa solidarité avec le peuple grec, véritable victime de cette histoire. Alors, j'aurais bien souhaité que nous restions dans le fil de l'actualité, raison pour laquelle je m'en vais vous demander si le plan d'assistance financière dont bénéficie Athènes depuis 2012 a finalement cessé le 30 juin dernier, comme l'a annoncé le président de l'Eurogroupe. Non, je pense que la situation est un peu arrêtée parce qu'on est en pleine négociation. Et il y a un ensemble de mesures que le FMI demande, que l'Eurogroupe demande notamment au Premier ministre grec, Alexis Tsipras, et il estime que ce n'est pas en harmonie avec notamment la gestion du pays. C'est à ce niveau que ça bloque. Il s'agit d'un nouveau plan d'assistance pour une aide notamment pour que la Grèce ne tombe pas en défaut de paiement. Et c'est difficile pour la Grèce, notamment par rapport à un ensemble de mesures qu'il faut mettre en œuvre au sein du pays, afin que le pays sorte finalement de cette récession économique qui l'enfonce. Alors la Grèce a-t-elle raison de contester cette décision de l'Eurogroupe ? Je pense que est-ce que la Grèce a raison? Non, la Grèce s'intéresse notamment d'abord à sa population, d'abord à son avenir, à elle. Et à partir de ce moment, la Grèce ne peut pas prendre une décision qui va à l'encontre justement d'une réforme économique du pays pour qu'il y ait une prospérité. Le problème, c'est que les mesures qui sont édictées par le FMI, par l'Eurogroupe, pour continuer à assister la Grèce ne sont pas des mesures acceptables ou acceptées par le pays. Par exemple, on parle par exemple de la TVA sur la restauration de 23%, qui a un effet récessif, c'est qui du goût de Tsipras n'est pas une bonne chose. Je prends un exemple. Un exemple simple. Lorsqu'il a fallu débattre justement de revoir la hausse, la TVA sur la restauration par exemple, on a fait comprendre au gouvernement Tsipras que cela lui permettrait d'avoir 900 millions d'euros, lesquels lui permettraient justement de négocier un deal. Alors, ça n'a pas été facile pour lui. Il est rentré discuter avec la majorité et finalement, il est arrivé à un volte-face. Il a accepté cela. Et après, maintenant, le FMI réfléchit et lui dit, non, tenez, quand je réfléchis bien, vous aurez uniquement 300 millions d'euros après avoir fait cela. Mais il y a de quoi devenir dingue. Donc, vous comprenez que finalement, ce n'est pas tout aussi rassurant. Ça devient compliqué. On parle de défaut de paiement. C'est quand même le 8e plan d'assistance qui est fait depuis Papandréou jusqu'à aujourd'hui. Parce que je pense qu'il faut rentrer à l'origine pour comprendre que la Grèce est entrée dans l'Union européenne sur un malentendu. C'est quand la Grèce est déjà dans l'Union européenne que la Grèce se rend compte que le pays a un déficit de 12,7% de son produit intérieur brut, qui est très largement au-dessus des 3% réglementaires imposés par notamment l'Eurogroupe, ou alors par l'Eurogroupe. Alors, comment est-ce que l'Eurogroupe a accepté que la Grèce entre dans le groupe sans justement en vérifier le produit intérieur brut? Donc c'est une question qui est compliquée depuis 2009. Papandréou a essayé, on est allé par mesure d'austérité, de plan en plan. Jusqu'à aujourd'hui, la Grèce n'arrive pas à trouver sa voie au sein notamment de la zone euro. On va rester en Grèce quand je m'en vais vous proposer cet extrait. La décision principale est que, étant donné la situation politique, le rejet des propositions précédentes, le référendum qui aura lieu dimanche et l'appel du gouvernement à voter non, nous ne voyons pas de base pour poursuivre les discussions à ce stade. Il n'y aura pas de discussion dans les prochains jours, que ce soit au niveau de l'Eurogroupe ou entre les autorités grecques et les institutions, sur des propositions ou des arrangements financiers. Le refus de l'Eurogroupe de prolonger le programme d'aide a conduit la BCE à ne pas augmenter la liquidité des banques grecques et a contraint la Banque de Grèce à fermer temporairement les banques ainsi qu'à limiter les retraits. Les dépôts des citoyens dans les banques grecques sont néanmoins parfaitement garantis. Alors, cette réunion de l'Eurogroupe, la 5e en 10 jours, il faut le mentionner, aurait pu être celle de la dernière chance. Elle a au contraire entériné la rupture entre Athènes et ses partenaires. Que reproche-t-on à la Grèce? L'organisation d'un référendum sur les exigences de ses créanciers? Justement, la Grèce, l'Eurogroupe estime que les mesures, les propositions qu'elle
qu'il fait, notamment la Grèce devrait sauter sur l'occasion aussi rapidement. Mais il se trouve que la Grèce ne doit pas uniquement prendre les décisions de l'Eurogroupe n'importe comment. La Grèce va voir l'applicabilité des mesures, des exigences même de l'Eurogroupe par rapport justement à la Grèce, au pays lui-même. Mais seulement, on a le sentiment que ça vire un peu. Parce que quand vous avez écouté un peu la déclaration de Christine Lagarde qui estime que non, il faut que la Grèce envoie des adultes négocier, et Tsipras, lui qui est très jeune, qui répond en disant que Christine Lagarde a une volonté criminelle, notamment de trucider la Grèce, et que justement l'objectif c'est de faire du mal à la Grèce. Mais il faut également comprendre que le problème également, c'est que dans l'Eurogroupe, il y a des pays qui sont plus pauvres que la Grèce. On a le sentiment qu'il y a une sorte de passe-droit qui est fait pour la Grèce. Et c'est par rapport à cela que Christine Lagarde hausse un peu le ton au sujet de la Grèce. La Grèce n'est pas le pays le plus pauvre. Mais on a le sentiment que la Grèce est toujours à chaque fois assistée, mais si la Grèce est assistée, et si on insiste, ça veut dire qu'il y a de quoi, ça veut dire que l'Eurogroupe également bénéficie par rapport à la Grèce. Et c'est la raison pour laquelle le nouveau président, le nouveau Premier ministre qui est arrivé avec une volonté, une rupture de pourquoi pas notre futur serait peut-être en dehors de la zone euro. D'ailleurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'idée de sortir de la zone euro est une idée qui a cours. D'ailleurs, le Royaume-Uni, avec David Cameron, pense en 2017 organiser un référendum pour savoir est-ce qu'il faudrait que le Royaume-Uni persiste à rester dans la zone euro, dans l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, on peut comprendre déjà l'inquiétude de l'Eurogroupe de voir sortir la Grèce, même si l'Eurogroupe estime que non, on va tout faire pour que la Grèce reste au sein de l'Union européenne. Et puisque c'est une affaire de finances, n'y a-t-il pas un organisme qui puisse éviter, un organisme financier bien entendu, qui puisse éviter une déroute bancaire à la Grèce? Justement, c'est le FMI. Le FMI est là et les créanciers, justement, qui travaillent à cela. Et depuis, c'est comme cela que ça se passe. Et on n'arrive toujours pas. Vous savez, il y a eu en 2009 ou 10, 11, le FMI a accordé 110 milliards d'euros, notamment pour aider la Grèce. 2 ans plus tard, il y a eu un plan d'austérité de 237 milliards de francs CFA et une crise de la dette, une réduction de 40 milliards de francs CFA. Jusque-là, la dette s'est remboursée du parti, mais la situation ne s'améliore toujours pas depuis 2009 jusqu'à 2015 aujourd'hui. On rappelait le 8e plan d'aide humanitaire. Il y a un problème, il y a un blocus. Il faut donc qu'on prenne les décisions qui s'imposent. Et le président, le nouveau patron grec, le premier ministre Tsipras, ne veut pas engager son pays dans une situation confuse. Et d'ailleurs, on a le sentiment qu'il demande à travers ce référendum du oui ou du non pour dire que si vous votez le oui, eh bien, moi je pourrais démissionner. Donc, à partir de ce moment, ça devient complexe. Et je pense que les jours à venir vont suffisamment nous édifier sur les décisions, sur les compromis, ou alors le compromis qui va être pris ici entre la Grèce et notamment l'Eurogroupe. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc votre émission internationale. Mais avant de partir, je voudrais, Ghislain, que nous échangions sur un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Vous avez sorti un ouvrage il y a quelques jours seulement. Est-ce que, en quelques mots, on peut avoir la primeur? Bah oui, il s'agit d'un ouvrage de mon tout premier essai politique intitulé L'implosion d'une république entre fatalité, impuissance et désillusion. Ça c'est pour le titre. Et le sous-titre c'est Les revers et les travers d'un système aux abois. Il s'agit d'un essai politique de 200 pages qui passe en revue différents moments de la vie politique du Cameroun. On parle dedans de l'opération Épervier, de sa pertinence. Et également, j'évoque également la question du cumul de fonctions au Cameroun, la question de la formation et de l'emploi, la question également de la communication, qui n'est pas quelque chose très pris au sérieux par les pouvoirs en place, notamment l'exécutif du pays, par rapport à tout cela. Donc, c'est un ouvrage ramassé comme ça, qui revient, qui parle, et il y a également une partie où je parle du Cameroun en chiffres, je parle de l'économie camerounaise, de l'agriculture, de tout cela, et voilà. On aura l'occasion de partager en lecture ces connaissances, cette expertise de Ghislain Kougan. Une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation d'International. À tous et à toutes, au revoir. Je tiens à préciser que le livre est préfacé par l'universitaire et chercheur Mathias Eric Olangini. Ah d'accord. Alors, cette fois-ci, c'est totalement terminé, mesdames, messieurs. Merci d'avoir regardé.